documentaire d'Édith Bouvier sur la Syrie et comme laboratoire pour la guerre en Russie, en Ukraine, menée par la Russie actuellement. Et avant d'ouvrir le débat, je raconte une petite anecdote, ou plutôt deux, je profite pour raconter deux anecdotes, en liaison directe avec ce qu'on vient de voir. En 2015, en 2016, juste après l'intervention russe en Syrie et la destruction de la ville d'Alep, j'étais invité par l'OTAN, le NATO, les pays de l'OTAN, comme chercheur syrien pour parler de la situation en Syrie devant une réunion de leurs experts stratégiques à Athènes. Et j'ai constaté en arrivant qu'il y avait une délégation marocaine, une autre jordanienne, une autre russe. Et à ma connaissance, ces trois pays ne faisaient pas partie de l'OTAN. Et j'ai posé la question au vice-secrétaire général de l'OTAN sur leur présence. Il m'a dit que ce sont des pays alliés et des pays amis. Les alliés, c'est la Jordanie et le Maroc, vous vous en doutez pas. Et le pays ami, c'est la Russie. 2016. Et pendant la conférence, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai parlé de l'ingérence russe en Syrie et la guerre russe contre les civils et contre l'armée libre. Et là, je me suis fait appeler à l'ordre par le secrétaire général adjoint de l'OTAN qui m'a dit « Je ne vous permets pas de parler comme ça de la Russie. Les Russes sont intervenus en Syrie pour combattre l'État islamique. » Et le délégué russe, il l'a arrêté tout de suite en disant « Qui vous a demandé de défendre la position russe ? Qui vous a dit que la Russie est intervenue en Syrie pour combattre l'État islamique ? Vous vous trompez. Ce n'est pas notre affaire, l'État islamique. C'est votre affaire, vous, les Occidentaux. Nous sommes intervenus en Syrie pour protéger le régime de Bachar al-Assad. » Alors, une fois pour l'histoire, un délégué russe qui corrige un secrétaire général adjoint de l'OTAN, son hypocrisie qui est arrivée à un point indescriptible. Deuxième anecdote, très rapidement, que j'ai raconté dans le film concernant le sort d'Alep comme le sort de la ville de Grozny. Malheureusement, depuis que le film a été diffusé, je ne cesse de recevoir des appels des amis russes aussi, des amis avec plusieurs guillemets, que je rencontre dans des conférences, qui voulaient savoir qui c'était ce monsieur qui m'a dit cette phrase. Alors, je le protège jusqu'à nouvel ordre, parce que si je subis une torture à la russe, je risque de donner son nom. Je t'ai pas assez torturé. Non, pas, non. Édith Bouvier est avec nous. Aussi, monsieur l'ambassadeur Michel Duclos, qui était ambassadeur en Syrie et un fin connaisseur, pas seulement de la Syrie, mais aussi de la Russie. Manon Nourtanous est aussi spécialiste de la Syrie et maître de conférence à l'Université de Reims. Elle vient de sortir un livre sur la Syrie pour déconstruire les idées préconçues sur la crise syrienne. Et aussi, notre cher Michel Duclos, il a sorti il n'y a pas longtemps, et il est venu ici présenter le livre « La langue nue syrienne », qui vient de paraître maintenant en édition de poche, avec une préface inédite de Michel Duclos lui-même. Édith, comment tu as réussi à convaincre la chaîne, dans une période où personne ne s'intéresse à la Syrie, de produire ce film? En fait, ça n'a pas été très dur de les convaincre parce que les images étaient tellement fortes au tout début de la guerre et nous rappelaient tellement les bombardements en Syrie. Les bombardements en Ukraine faisaient écho à ces bombardements en Syrie qu'on connaissait depuis toutes ces années, que notre argumentaire était très clair.
Il fallait raconter cette histoire de l'intervention russe en Syrie, beaucoup trop méconnue. Et donc ça a été un petit pas de côté pour raconter la Syrie en leur parlant de la Russie aujourd'hui. Le 22 février, le 22, 2 jours avant l'invasion russe de l'Ukraine, j'étais au sommet de Munich, sommet qu'on appelle sommet de la sécurité internationale. Il y avait Zelensky physiquement, il y avait une grande délégation américaine et beaucoup de délégations européennes. Et j'ai assisté à une scène kafkaïenne où les Américains disaient à Zelensky, restez ici parce que demain ou après-demain, les Russes vont envahir l'Ukraine avec tant de chars, tant d'hélicoptères, tant d'armements. Ils avaient tous les détails presque aux chiffres près. Et où les Européens disaient, arrêtez votre cinéma, arrêtez de l'effrayer, il ne se passera rien. Ils ont continué jusqu'à 2022 à défendre la Russie, directement ou indirectement. Et j'ai entendu la phrase suivante, ce ne sont que des manœuvres aux frontières de l'Ukraine. Et pour une fois, j'ai pris aussi mon courage à deux mains et j'ai pris la parole en disant, malgré notre expérience très négative avec les Américains, mais écoutez-les plutôt que les Européens. Parce qu'on a écouté les Européens et nous voilà 12 ans après où on en sommes. Et 2 jours après, il y a eu l'invasion russe, lapsus révélateur, de l'Ukraine. Monsieur l'ambassadeur, cher ami, la position du secrétaire général adjoint de l'OTAN, la position des délégations européennes au sommet de Munich, en tant que diplomate, comment en tant que diplomate et en tant que chercheur intéressé par la région, comment vous les expliquez? Merci Salam, merci beaucoup de m'avoir invité, je suis très content d'être avec vous. Je pense qu'il y a 2 facteurs principaux, plus un sous-facteur français. Les 2 facteurs principaux, c'est qu'effectivement, la Russie bénéficie d'une image favorable dans beaucoup de pays européens, en tous les cas de l'ouest de l'Europe, en tous les cas la France et l'Allemagne. Alors je dis favorable, c'est peut-être pas l'adjectif approprié, hein, c'est plus compliqué que ça. Mais disons qu'il y a un préjugé qui fait qu'on ne condamne pas automatiquement la Russie. Alors les Allemands, parce qu'ils ont un grand passif et un grand complexe de culpabilité. Les Français, ça remonte à la fin du XIXe siècle, où c'était l'allié de revers contre la Prusse, et puis après l'allié dans les deux guerres mondiales, etc. Donc il y a ce préjugé qui fait que on essaie de trouver des circonstances atténuantes à perpétuité à la Russie. Et puis le deuxième facteur, c'est celui de l'interprétation rationnelle. Et donc, vous savez, vous voyez souvent ça dans les débats, les gens qui disent « mais ce n'est pas l'intérêt de la Russie » ou d'ailleurs ce n'est pas l'intérêt de l'Allemagne ou l'intérêt des États-Unis. Bon, évidemment, ce sont les dirigeants des pays qui définissent leur intérêt, ce n'est pas des témoins extérieurs. Et là, dans le cas de la Russie, personne de raisonnable ne pouvait croire, en tous les cas en Europe, que Poutine ferait une erreur pareille. Et pour être honnête, les élites russes ne le croyaient pas. Parce que si vous voulez, les Russes méconnaissaient l'Ukraine. C'était très frappant quand on allait à Moscou. Il y avait très peu de Russes qui s'intéressaient à ce qui se passait à Kiev, etc. Mais fondamentalement, ils avaient une attitude émotionnelle et pleine de préjugés vis-à-vis de l'Ukraine. Ils ne voulaient pas voir l'Ukraine telle qu'elle était en train de changer sous leurs yeux. Mais ayant dit cela, je ferai une comparaison. Si une personnalité d'extrême droite devenait président de la République ou était devenu président de la République,
et aurait décidé d'envahir l'Algérie. Il n'y a pas besoin de connaître très bien les arcanes du pouvoir à Alger pour se dire que ça se passerait mal, évidemment. Et donc, dans les élites russes, y compris, je pense, Lavrov, j'en sais rien, mais j'imagine, on savait très bien que ce serait une folie. Et donc, ce que pensait sans doute l'establishment russe, c'est qu'il y aurait une opération sur le Donbass. Mais l'idée d'aller à Kiev, l'idée de contrôler un pays aussi immense, ça, là, on a vu une fissure se créer entre Poutine et les élites russes. Alors, Poutine et peut-être son petit club de gens des services de sécurité, etc. Et puis, alors, j'ai dit qu'il y avait un sous-facteur français qui est quand même, il faut bien l'avouer, le sentiment anti-américain. Et lors de ces semaines ou ces mois pénibles des grandes manœuvres russes autour de l'Ukraine, quand les services de renseignement américains et britanniques mettaient des photos, des documents, des indications, beaucoup d'officiels français ne voulaient pas les croire parce que ça venait des Américains. Alors, il faut dire qu'il y avait eu le précédent de l'Irak, hein, donc c'était normal qu'on ait un peu de scepticisme, mais quand même, fondamentalement, on disposait à peu près des mêmes données, et c'est quand même pas compliqué de comprendre que quand on masse autant de troupes, c'est pas uniquement pour amuser la galerie, quoi. C'est bien pour atteindre un objectif. Et puis, par ailleurs, quand il y a eu les manœuvres diplomatiques de Poutine, notamment les 2 projets de traité qu'il a mis sur la table à un moment donné, on voyait bien que c'était tellement inacceptable que c'était fait pour faire en sorte que le partenaire rejette et donc donner un prétexte à l'invasion. Et donc ne pas avoir compris tout cela sur le moment, effectivement, c'est un peu... il faut qu'on ait nos propres biais cognitifs, comme on dit maintenant, fondés sur cette méfiance à l'égard des États-Unis qui est très profonde dans notre système. Puisque tu m'as donné la parole, Salam, je voudrais dire un mot sur le documentaire d'Edith, qui est vraiment très remarquable, et je trouve que c'est très très bien qu'on visualise comme ça ce qui s'est passé, les similitudes, etc. Et je dirais que malheureusement, il y a des différences. La réaction, effectivement, ça vous le dites. Quand ça se passe chez nous, on prend ça plus au sérieux que quand ça se passe de l'autre côté de la Méditerranée, évidemment. Ce qui est d'ailleurs humain, hein, mais enfin, le fait que c'est comme ça. Sur un plan militaro-stratégique, dans mon livre, je développe beaucoup cette idée que ce qui a perdu la résistance syrienne, c'est que Bachar a toujours gardé le contrôle de l'espace aérien. Et on a toujours refusé les propositions turques, notamment, de zones de non-survol sous une forme ou sous une autre. En Ukraine, les Russes n'ont jamais pu avoir la totalité de l'espace ukrainien. Et ça fait toute la différence, quoi. C'est clair. Peut-être un autre point très triste, parce que, évidemment, moi je souhaite que l'Ukraine gagne et qu'elle ne souffre pas trop. Malheureusement, les Russes n'ont pas encore appliqué à l'Ukraine tout le traitement syrien. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a eu Mariupol, il y a eu 1 ou 2 hôpitaux, il y a des quartiers civils qui sont visés, mais de temps en temps. Pour l'instant, c'est les infrastructures énergétiques. Ce n'est pas comme ils l'ont fait en Syrie, systématiquement, les hôpitaux, les écoles, les marchés. Et les hôpitaux en particulier, ça c'est la signature de Poutine, parce qu'il faut quand même être vicieux. Même Assad n'aurait peut-être pas pensé à ça, pour cibler les hôpitaux. Si, tu crois. Mais c'est quand même Poutine qui a commencé le premier en Tchétchénie. Et là aussi, les Occidentaux ont laissé faire.
Et donc, effectivement, je ne peux que souscrire au jugement de fond, c'est que Andrew Tabler exprime. La faiblesse démontrée par les Occidentaux a fait que Poutine s'est cru trop tout permis jusqu'au moment où, effectivement, les Occidentaux étaient obligés de réagir. C'est le point où nous en sommes aujourd'hui. Merci Michel. Maintenant, au forum de Doha l'année dernière, il y avait Monsieur Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères, sur un panel pour parler de l'Ukraine. Et il a dit la phrase suivante, il a dit « Mariupol, c'est notre Alep à nous ». Alors le ministre qatari des Affaires étrangères lui a répondu, il a dit « Par contre, Alep, c'est notre Alep à nous ». Cet renvoi à Alep et à la Syrie qui a ressurgi brusquement comme ça chez les Européens, il est sincère ou il fait partie du langage? Je ne pose pas la question à Michel parce que je veux parler du langage diplomatique bien conçu, bien préparé. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je ne peux pas dire quelle est la part de conviction de nos ministres quand ils parlent d'Alep. Je pense quand même qu'Alep reste un symbole parce que c'est celui de l'impuissance des pays occidentaux à faire quoi que ce soit sur la crise syrienne. Donc s'il y a un traumatisme, c'est peut-être pas une compassion pour les Alépines et les Alépins, c'est peut-être le traumatisme d'avoir trouvé aucun levier quand Alep-Est était sous les bombardements fin 2016. Et on a ce schéma très récurrent enfin, les diplomates le disaient à l'époque, je pense que c'était un ancien diplomate français à l'ONU qui disait qu'Alep était le tombeau des Nations Unies, comme Guernica avait été le tombeau de la Société des Nations. Donc Alep a pris ce statut de symbole, ce qui justifie que ce soit encore le modèle invoqué. Et pour nous, je pense que c'est le tournant. Enfin, il y a plusieurs tournants dans la crise syrienne. Il y a 2013, mais il y a 2016 où vraiment les choses basculent et les zones de désescalade sont mises en place. Et on voit que le régime va reprendre ces territoires un à un. Mais dans la citation que je ne connaissais pas, que tu viens de donner, que Mariupol, c'est notre Alep à nous, en fait, c'est une mise à distance. C'est que Alep n'a pas beaucoup intéressé finalement les Européens, en l'occurrence les Français, et que Mariupol, oui, et c'est une question géographique. Ça remet à distance la question syrienne. C'est ce qu'on disait sur la différence de traitement. Il y a une crise européenne et il y a une crise moyen-orientale. Et visiblement, on n'a pas encore compris que la Syrie n'était pas un pays éloigné, que ce qui se passait en Syrie n'était pas indifférent au phénomène qu'on connaît aujourd'hui. Que ce soit des conséquences du conflit comme les réfugiés, le terrorisme, même si on veut être très cynique, je crois que nos dirigeants ont tout intérêt à considérer qu'Alep, c'était aussi notre problème. Mais comme Michel vient de le dire, il n'y a pas eu de réaction à ce qui se passait à Grozny, même bien avant Alep. Alors le terrain était préparé. Le feu vert peut-être un peu nuancé, mais il est devenu très, très frappant avec la Syrie. On a laissé faire, carrément. Oui. Je pense qu'en 2011, on aurait pu faire des choses qu'en 2015, on ne pouvait plus, même si on avait voulu, je parle ici des dirigeants occidentaux de manière très simpliste. Je pense qu'on est tous d'accord pour ça, qu'Obama a cédé tous les leviers de ce qu'il aurait pu actionner sur la crise syrienne. Et que c'est pas en 2011, il pouvait faire des choses. En 2013, évidemment, ça a été la ligne rouge pour lui, pour ce qu'il pouvait plus faire. Mais je pense que même si les Américains, par exemple, les Européens, on pourra en parler sur ce qu'ils peuvent vraiment faire, même si les Américains changeaient de stratégie politique et se disaient en Syrie, il faut faire quelque chose maintenant, ça fait 11 ans, et on n'a pas eu une analyse juste de la crise ou je ne sais quoi, ils n'ont plus les leviers. Et en fait, ça fait, sur ces 10 années, de même que le Poutine de 2022, c'est pas celui de 2012, la puissance américaine, c'est plus la même. Et là où en 2012, ils étaient capables, je pense, d'impulser une solution avec toutes les précautions qu'on peut mettre à ça, parce qu'effectivement, il y a l'Irak en 2003 qui plaidait pas en leur faveur, il y a la crise libyenne en 2011, où cette idée d'interventionnisme occidental, des pays à juste titre sont très réticents par rapport à ça.
Mais là où ils étaient un peu en tête dans ces années-là, petit à petit, les négociations deviennent bilatérales. Poutine conquiert un peu de terrain du point de vue des négociations, jusqu'à ce qu'on négocie à Astana et quasiment plus rien à Genève. Et je dirais que dans les différences avec la crise ukrainienne, c'est qu'en fait, ce canal de négociation, on l'a même plus. Même si Emmanuel Macron passe des coups de téléphone, je ne sais pas s'il le fait encore d'ailleurs régulièrement, sur la crise syrienne, Poutine, il avait réussi à conquérir un peu de sa crédibilité en étant négociateur avant tout, avant d'être l'assassin de plusieurs régions en Syrie. C'était le négociateur. On lui parlait parce qu'il avait des leviers. Et en Ukraine, il ne joue même plus cette carte-là. Edith, tu as rencontré des gens quand même très difficiles et très inhumains ou déshumanisés, comme l'ambassadeur. Comment tu as géré cet entretien? Est-ce que je sais que tu es professionnel, que tu mets les sentiments à part, mais quand quelqu'un te dit tout ça c'est faux, il n'y a pas eu de massacre, t'as eu des envies quelconques? Alors en l'occurrence, j'ai beaucoup de chance, c'est que les autorités américaines n'ont jamais octroyé de visa pour aller aux États-Unis. Donc on a préparé tous les entretiens avec une formidable journaliste à New York, mais je n'ai pas pu, moi, faire l'entretien. Donc je l'ai organisé, j'ai fait la discussion par téléphone, mais je n'ai pas rencontré l'ambassadeur, le numéro 2 de l'ambassade. Donc il ne m'a pas dit ça en face. Je pense que j'aurais eu plus de mal à effectivement ne rien dire. Et en même temps, cette parole est extrêmement forte et nécessaire. Il faut entendre ce son de cloche des Russes pour comprendre toute la violence du discours russe et la légitimité qu'il s'octroie à continuer à agir, les œillères qu'il se pose à dire « non, non, nous combattons uniquement le terrorisme ». Et on avait discuté avec la journaliste, à la base on voulait avoir le numéro 1, Nebenzia, qui est encore plus incroyable, c'est que quand on lui a au téléphone présenté les photos des bombardements, ce qui s'était passé, les preuves qu'on avait des bombardements russes, il y a une liste qui est sortie, les Nations Unies ont sorti une liste de bombardements ciblés sur les hôpitaux, preuve faite que c'est des avions russes à ce moment-là. Et il nous répond, mais non, pas du tout, à ce moment-là, c'est pas du tout un hôpital, c'est une cage de rebelles. Et il a toujours réponse à tout. Donc c'est de toute façon un discours qui est formaté, on ne savait qu'on n'en sortirait pas. C'était pas quelqu'un sur lequel, journalistiquement, je savais qu'il y avait un challenge, que je pourrais le faire changer d'avis, que je pourrais obtenir un pas de côté. De lui, je n'obtiendrai qu'une parole officielle du Kremlin. Et en même temps, il faut l'entendre pour comprendre et le mettre à côté des bombardements et des faits de ce qu'ils commettent encore aujourd'hui en Syrie. C'est pas pour rien qu'on commence avec ce bombardement qui a lieu en juillet sur Idlib, où c'est des enfants qui sont tués en majorité. Et il fallait le raconter. Et ce qui était dur, c'est qu'on était en montage, on était en fin du film, et il y en avait encore d'autres. Alors on m'a pas laissé rajouter encore d'autres images, mais on aurait pu vous en rajouter des heures entières de bombardements sur des civils syriens faits par des avions russes. Et ça n'a pas arrêté. Et ça continue encore aujourd'hui. Il y a régulièrement des vidéos qui sortent. Et malheureusement, comme nos yeux sont tournés vers l'Ukraine, on regarde encore moins la Syrie, déjà qu'on l'a très peu regardé. Effectivement, ce que vous disiez sur le Alep, c'est un vrai moment médiatique. Il y a eu d'autres villes qui ont été bombardées, d'autres villes qui ont été détruites par les avions russes, par les avions syriens. Mais celle-là a été un moment médiatique, a été un moment des Nations Unies, a été un moment... C'est le seul moment où le président français prend la parole, comme on le montre aux Nations Unies, pour la Syrie et à ses déclarations extrêmement fortes. Il y a effectivement les ambassadeurs français aux Nations Unies qui se succèdent et qui ont des déclarations très fortes. Et ce ne sont pas les seuls. Mais là, sur Alep, c'est la première fois qu'on a cette prise de position. Et en même temps, Salam le dit très bien dans le film, une position qui ne change rien, des déclarations qui sont très belles, mais qui ne sont pas suivies des faits. C'était ça qui était extrêmement violent de se replonger dans cette histoire, c'est de voir qu'il y avait eu plein de moments où on avait attendu une réaction. Donc il y a la ligne rouge, où on attend une action. Il y a Alep, où on attend une action.
Il y a après Poutine et la Russie qui se positionnent en médiateur et on attend et rien. Il n'y a jamais rien. Michel, tu as un peu connu les coulisses des négociations franco-russes en ce qui concerne le dossier syrien, si mes souvenirs sont exacts. Ou bien tu as suivi ça de loin ou de près. Est-ce que tu as senti un moment qu'il y avait une possibilité d'influencer positivement ou de changer la position russe, ou l'enfermement russe était similaire à ce qu'on ressent maintenant à Moscou par rapport à l'Ukraine? Je pense que, enfin, moi j'ai une thèse, hein, mais qui a l'avantage d'être un peu argumentée et étayée sur des éléments précis. C'est que Poutine a fait le choix en 2011-2012 de la confrontation avec l'Occident. Alors pour des raisons multiples, hein, parce que lui-même dans son pays il y avait des manifestations, ça ne lui a pas plu. Il y a vu naturellement la main de l'Occident, ça a correspondu avec le printemps arabe. Et donc là aussi, vous voyez la main de l'Occident. Et la chère Elena Souponova, là, qui est une propagandiste du régime, mais qui est quand même une femme intelligente. Parce que ça qui est terrible avec les Russes, c'est que, à titre personnel, ils sont souvent plus malins que d'autres. Hein. Et elle laisse entendre que c'est le régime qui a décidé de considérer le printemps arabe comme un complot manipulé par les impérialistes. Mais des gens comme elle, c'est-à-dire les vrais experts, et Dieu sait s'ils ont de bons experts de la région, savaient très bien que c'était un mouvement populaire. Et ils l'ont écrit. Ils ont analysé les racines sociales de ce mouvement. Simplement, c'est le chef qui, s'appuyant sur évidemment les Mourabarat russes, qui ont adopté la grille d'analyse du complot. Et ça correspondait à son schéma et à sa volonté de durcir les relations avec les Occidentaux. Alors là aussi, en diplomate, si vous voulez, aux Nations Unies, la doctrine des Russes, c'était toujours, sur une affaire régionale, de suivre par principe l'opinion de l'organisation régionale compétente. Ce qui fait d'ailleurs qu'en Libye, s'ils se sont abstenus, c'est parce que l'Union africaine était favorable à l'intervention occidentale. En Syrie, la Ligue arabe, au début, souhaitait faire partir Assad. Et les résolutions, une partie des résolutions sur lesquelles ils ont mis leur veto venaient de la Ligue arabe, ou en tous les cas étaient concertées avec la Ligue arabe. Et donc, le fait qu'ils aient, dès le début, délibérément fait le choix de rompre avec leur doctrine et de s'opposer à la Ligue arabe sur l'affaire syrienne, Assad, montre bien qu'il y avait un calcul délibéré. Et à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que ce calcul délibéré d'affrontement avec l'Occident, mais se traduisant sur le théâtre syrien, a été payant pour eux. Ça leur a donné de plus en plus de crédit dans la région et puis dans le monde. Ils sont devenus, face à ce qu'on appelle maintenant le Sud global, ceux qui résistaient à l'Occident. Et, bon, tu citais le Qatar, mais avant ça, le Qatar regardait la Russie comme un petit pays qui comptait plus beaucoup. Maintenant, pour le Qatar et pour les autres pays du Golfe, ben voilà, Moscou, c'est important. On prend au sérieux le grand Poutine, etc. On respecte, on le ménage. Et même maintenant, on essaie un peu de lui sauver la mise. Et donc, l'investissement qu'il avait fait, contrairement à ce qui aurait été leur calcul habituel, c'est un investissement qui s'est révélé payant. Donc moi, j'ai jamais cru un seul instant qu'on pouvait dialoguer quoi que ce soit avec eux. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme, vous avez là
un voisin qui a fait un investissement contre vous, qui lui rapporte chaque jour un peu plus. Vous pouvez toujours plaider tout ce que vous voulez, votre voisin ne va pas changer son investissement. C'est clair. Et je pense que c'est la situation dans laquelle on s'est trouvé en Syrie. Alors le court-circuitage en plus par Stana, tout ça, c'est parce que là aussi c'est quand même assez remarquablement fait. Hein, c'est que le couplage des moyens militaires et paramilitaires et de la manœuvre diplomatique a été particulièrement optimal. On voit que là, sur l'Ukraine, ça patine quand même. Ils ont quand même plus de mal malgré tout. Hein. Et puis bon, qu'est-ce que vous voulez, il n'y a pas de secret, hein, pardon, mais heureusement pour le monde, Biden n'est pas Obama. Si c'était Biden aujourd'hui à la place d'Obama, si c'était Obama à la place de Biden, où en serions-nous? Où en seraient les Ukrainiens? Je ne sais pas. Enfin voilà, j'ai répondu à ta question. Alors moi, j'ai fait de la diplomatie parallèle avec des Russes en essayant de vendre un truc sur lequel, là aussi, leur intérêt, mais encore une fois, sachant très bien que ça ne marche jamais quand on explique aux autres quel est leur intérêt. Leur intérêt, ça aurait été de se débarrasser d'Assad au moment des présidentielles, parce qu'on pouvait trouver un abayage juridique où Assad déciderait, sous l'amicale pression de ses amis, de ne plus se représenter, quitte à désigner quelqu'un de son régime qui serait présenté à sa place, qui aurait été élu, mais enfin, qui aurait été quand même, ça aurait changé un peu l'équation. Et on peut penser que les Russes pouvaient y trouver intérêt à avoir un subordonné local plus présentable. Mais même ça ne les a pas intéressés du tout, quoi, à aucun moment. Exactement. Aussi, je ne citerai pas ma source, mais une personne russe influente m'a dit toute la haine que porte l'establishment russe au régime syrien, tous les dossiers sur la corruption du régime chez eux, toutes les preuves sur ces crimes contre l'humanité, mais elle a terminé sa phrase en disant « Mais pour l'instant, on en a besoin ». Et elle a terminé comme ça. Et cette personne, je reviens vers toi, Manon, avant de revenir vers notre chef public. Tu as dit que les relations, et même Elena, elle a dit aussi fraternelles et tout. Comment tu expliques que pendant les années où le régime syrien luttait contre le communisme, torturait les communistes, les emprisonnait et tout, les Russes, les Soviétiques à l'époque, n'exigeaient aucune libération, aucun relâchement à l'égard de ces presque... On avait cette phrase que quand il pleuvait à Moscou, les communistes syriens ouvraient leur parapluie. Mais finalement, il pleuvait, il neigeait et les communistes syriens étaient en prison. Alors, comment tu expliques ça d'un point de vue scientifique? Je pense que l'alliance que Assad père a construite avec les soviétiques puis les Russes n'a rien à voir évidemment avec la relation actuelle où le régime est dans une situation de tout devoir à cet allié. Et Assad, quand il arrive au régime, quand il arrive au pouvoir, les soviétiques sont assez méfiants envers ce profil parce qu'il est connu pour avoir critiqué l'aile gauche du Baas avant pour s'être trop compromis avec les Russes, pour s'être engagé dans une relation économique qui pour lui allait trop loin alors qu'il aurait voulu investir davantage le volet militaire. En réalité, dès 1971, il se rend à Moscou et tout de suite, il intègre des communistes au front progressiste. Et donc, effectivement, en Syrie, il y a les communistes qui participent à cette alliance de partis qui, en fait, voilà, sous chapeau du Baas, et d'autres qui croupissent en prison. Mais je pense que l'alliance entre la Syrie et l'URSS n'a jamais été une alliance idéologique. Et que, en fait, c'était un rapprochement stratégique, que Assad a toujours limité l'influence des soviétiques dans les affaires internes, du temps où il était au pouvoir, et
c'est le talent qui est décrit par plusieurs de chercheurs ou plusieurs personnes qui l'ont connu, comme Patrick Seal, de savoir jouer des différentes alliances régionales pour pouvoir n'être le vassal de personne. Et je pense qu'avec l'URSS, il avait très bien réussi. Et à mon avis, il y a 2 exemples qui le montrent en particulier. Le premier, c'est quand Gorbatchev arrive au pouvoir et qui fait la perestroïka et qui commence à lui signifier que le soutien économique et militaire que l'URSS lui fournissait ne pourra pas le maintenir. Assad se tourne très facilement en fait vers le camp occidental. C'était quasiment naturel d'être toujours alerte sur les ouvertures que pouvaient lui offrir les Américains. Il participe à la guerre du Golfe, il est au processus de Barcelone côté européen, et ça se fait en quelques années. Donc il n'y avait pas d'alliance idéologique et il était capable de changer d'allié très vite. Et le deuxième exemple, c'est un sujet qui peut sembler anecdotique, qui moi m'intéresse beaucoup, c'est la question de la dette et les différents pays envers lesquels la Syrie avait une dette, parmi lesquels l'URSS, avec, on estime à 4 milliards à l'époque la dette civile et 8 milliards la dette militaire. Et bien dans cette relation où la Syrie est le pays débiteur, et donc où les soviétiques auraient pu exiger d'avoir un impact idéologique, d'avoir plus d'influence sur le régime, et en fait Assad mène des négociations comme si cette asymétrie n'existait pas. Et de la même manière, parce qu'il joue de ces différentes alliances, il parle en même temps aux Français, il y a une dette aussi envers la France à ce moment-là, il parle au FMI, mais sans jamais se plier aux conditionnalités du FMI, alors que le FMI est en train de mettre tout le monde au pas pour fournir une aide aux différents pays endettés. Et en fait, dans son schéma de négociation, il résiste très bien à ça. Donc je crois que les soviétiques n'auraient rien pu exiger de lui dans ce contexte-là. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter avant que je me tourne vers le public ou... Moi, je veux bien une Oui. mini-question pour chacun, si je peux me permettre. Est-ce que le diplomate russe a vu le reportage ? Et est-ce que tu sais s'il l'a vu ? Et pour monsieur l'ambassadeur, est-ce que dans vos négociations pour dire est-ce qu'on ne pourrait pas enlever Assad, est-ce qu'ils vous écoutent ? Est-ce qu'il y a des moments où est-ce qu'ils prennent le temps ou dans leur objectif perdent le temps si leur intention c'est vraiment de jamais aboutir ? Alors nous, on lui a envoyé, mais on n'a pas eu de réponse, bizarrement. Alors, les gens avec lesquels j'avais discuté de cette idée, c'était des gens comme Elena, c'est-à-dire c'est la couche think tank, etc. Et oui, ils écoutent sans cacher leur scepticisme. Enfin, ils jouent le jeu. Voilà, ils disent bon, on va transmettre, c'est tout, quoi. Et ben, évidemment, il n'y avait pas de réponse positive. Mais dans les coulisses, quand même, certains disaient ce qu'ils pensaient franchement de Assad. Mais bien entendu, en tant qu'officiel, ils ne pouvaient pas partager la même réflexion dans les réunions officielles. Je vais te dire, Salam, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit par Manon Nour sur c'est pas il n'y a pas de proximité idéologique proprement dite, mais il y a quand même des affinités culturalo, voilà, même type de régime. Et qu'est-ce que vous voulez pour les Russes ? Un pays dirigé par les Morabarats, c'est bien, quoi, c'est sain, c'est un pays sûr, normal, bien tenu. Et d'avoir un despote impopulaire, c'est plus commode que d'avoir un leader démocratique qui, à un moment donné, peut se retourner vers son peuple et dire « je vais résister, soutiens-moi ». Donc c'est évident que ça marche comme ça. Et donc il y a, pour moi, ma théorie, c'est qu'il y a dans le système syrien, il y a ce que j'appelle une double matrice, une matrice totalitaire, fondamentalement soviétique, et donc on retrouvait le parti unique, le culte de la personnalité, le comité central, tous ces bazars, et puis une matrice tribale, où en même temps c'était le clan, la communauté, etc. Et c'était le croisement des deux qui faisait la marque de fabrique de ce... Et peut-être avec le régime de Poutine, il y a la corruption endémique aussi. Oui, mais vous savez, la corruption, c'est la chose du monde la plus partagée. Et souvenez-vous, jusqu'au 22 février, on disait mais l'Ukraine, c'est pas un vrai pays, ils sont corrompus, il y a les oligarques.
etc. Et pour moi, c'est pas essentiel. Ça fait partie du ciment de la plupart des régimes politiques. Il y a très peu de régimes politiques où c'est pas le cas. Alors, je tourne vers vous. S'il y a des questions. Oui, monsieur. Bonjour, merci. Une question à monsieur l'ambassadeur, monsieur Declos. Il ne faut pas humilier la Russie. Qu'est-ce que vous pensez de cette formule et ses implications sur la future politique et relations internationales? Merci. Écoutez, il ne faut jamais humilier personne. Ça, c'est une vérité universelle à laquelle je souscris entièrement. Il y a une deuxième vérité universelle, c'est que toute vérité n'est pas bonne à dire, et surtout à n'importe quel moment, et selon qui vous êtes. Et donc le président de la République faisait une erreur stratégique, politique, en disant cela au moment où il l'a dit, parce que il se rend impopulaire dans une grande partie de l'Europe. Qu'il ait raison ou tort, peu importe. La priorité de la France, ça doit être de jouer, d'après moi, le consensus européen. Et c'est son intérêt pour que la France exerce un rôle de leadership. Donc là, il a diminué de moitié son rôle de leadership en Europe par cette seule phrase. C'est tout, quoi. Alors quand par ailleurs, toute cette histoire de Versailles, etc., c'est absurde. Quand vous perdez une guerre, vous êtes humilié, c'est clair. Bon. Et peut-être que parfois, il est utile de sauver un peu la face du vaincu. C'est ce que nous avons fait. Moi, j'y étais, si vous voulez, à Moscou en 1990-91. On a sauvé la face des Soviétiques qui avaient perdu la guerre froide. Est-ce que ça nous a rapporté, vraiment ? Est-ce qu'on a eu si raison que ça de les ménager, de gêner ? On peut quand même se poser la question maintenant. Bonsoir, merci pour ce film qui est très fort et très juste. Et il fallait le faire et c'était très intéressant de toute façon et le débat très intéressant. Moi, ce matin, en se réveillant, les infos de matin, il disait que le commandant, avec une déclaration, le commandant central des forces américaines en Syrie disait que le chef de l'État islamique a été assassiné dans la région de Daraa et que éventuellement l'opération a été commanditée par l'armée syrienne libre. Et pratiquement, c'est la première fois que le commandant américain mentionne l'armée syrienne libre dans une opération en Syrie. Et d'autant plus, c'est la région de Daraa, alors que la région de Daraa est sous contrôle russe et du régime depuis pratiquement 4 ans. Et on voit bien qu'éventuellement, la situation n'est pas tout à fait établie. Et donc, c'est encore un paradoxe syrien. Et c'est très étonnant. Par ailleurs, les bombardements en Syrie, actuellement, les plus récentes, servent d'ajustement entre 3 forces, Israël, la Turquie, la Russie, et que la Syrie est utilisée comme un pion d'ajustement dans les relations entre ces 3 pays, malgré la guerre de l'Ukraine et malgré tout ce qui se passe en Ukraine. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez de tout ça. C'est très étonnant. Merci. Mais juste pour dire que le sud de la Syrie, il est théoriquement sous le contrôle de la Russie. En réalité, le contrôle réel est délégué à des forces, des milices issues de l'armée libre, qui ont pactisé avec les Russes, qui composent ce qu'on appelle la 5e division. Et parmi eux, beaucoup de gens qui sont encore prêtent allégeance à l'armée libre. Ils jouent double jeu. Merci. Bonsoir. Déjà, merci pour le super documentaire. Je vais essayer de ne pas trop bégayer. C'est pour Monsieur Duclos. Vous avez parlé de circonstances aggravantes à perpétuité qu'on peut prêter à la Russie de certains pays. Vladimir Poutine, il est quand même là depuis 2000, Lavrov depuis 2004. Comment on peut expliquer qu'ils aient réussi à mettre autant de veto à l'ONU? Comment on peut expliquer qu'ils sont encore au G20 ou au G8? Comment on peut expliquer qu'ils sont encore aussi présents comme un discours de sourds, en fait, alors qu'on vous parlez très bien des œillères dans les discours et dans les propos
de tout ce gouvernement et de toute cette dictature, et comment on peut encore leur prêter autant de crédibilité. Et voilà, il y a quand même assez de pays. Voilà. Merci en tout cas. C'est une question difficile. D'abord, ils sont plus au G8 quand même. Et Poutine n'est pas venu au dernier G20. Hein. Il était venu à celui qui avait eu lieu en Australie après l'annexion de la Crimée, mais personne n'avait voulu dîner avec lui, etc. Donc il était reparti avant la fin. Donc malgré tout, si vous voulez, pour moi, il y a deux points. Il y a le fait que les Nations Unies, il y a un traité, voilà, c'est gravé dans le marbre. Ça, on ne pourra pas les déloger du Conseil de sécurité. Et puis les Chinois ne le voudront pas. J'ai trouvé très bien ce que disait François Hollande. Hein, c'est que oui, il ne faut pas compter sur le Conseil de sécurité comme instrument de règlement des conflits, même si les Nations Unies, en général, il y a quand même d'autres trucs qui marchent. Il ne faut pas jeter toutes les Nations Unies aux ornières. Et puis, il faut aussi préserver quelque chose qui peut redevenir utile un jour. Parce que vous savez, pardon, hein, mais il ne faut pas oublier que jusqu'à Gorbatchev, pendant la guerre froide, le Conseil de sécurité, il était dans l'état dans lequel il est actuellement. C'est complètement paralysé. Ce n'est que à partir de la chute de l'URSS, ou à la fin de l'URSS, qu'il a, pendant une dizaine d'années, pu jouer son rôle. Mais c'est plutôt l'exception, c'est plutôt une parenthèse dans l'histoire du Conseil de sécurité. Et donc, ce qui veut dire, d'ailleurs, entre parenthèses, pour nous, Français, que répéter à longueur de journée qu'on est membre permanent, etc. Bon, évidemment, il vaut mieux être membre permanent que pas. Mais enfin, il ne faut pas non plus s'exagérer la portée pratique de ce statut. C'est bien en termes de symbole, mais en termes pratiques, ça ne nous confère pas autant de leviers qu'on pourrait le croire en écoutant nos dirigeants. Et puis alors, le deuxième point, c'est cette histoire du Sud global. C'est-à-dire que les Russes bénéficiaient, il faut espérer que ça va changer, d'une image favorable parce que l'URSS était du côté des mouvements de décolonisation, parce que, comme je l'ai dit, ils ont été les premiers à s'opposer, Poutine a été le premier à s'opposer à l'Amérique à un moment où l'Amérique était triomphante. C'était l'unipolarité. Donc ça lui vaut, je ne sais pas moi, un type comme Sisi, par exemple, qui doit tout aux Américains. Il admire beaucoup Poutine. Le guide suprême iranien, ce n'est pas son idéologie, etc. Il admire Poutine. Ça compte beaucoup. Et puis, la diplomatie russe n'est pas manchate. Et par exemple, j'avais étudié, je crois que j'en parle dans mon bouquin, le truc des BRICS, ça c'est Lavrov et les diplomates russes qui ont inventé de faire un format politique à partir d'un truc qui avait été lancé par un banquier d'affaires pour propulser la notion qu'il y avait des pays émergents dans lesquels il fallait investir. Ça c'est de la vraie créativité. Et ils ont mis ça, si vous voulez, à exécution pendant des années et des années et des années. Et donc le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, siégeaient aux côtés de la Chine, la Chine est très important, et de la Russie, même s'il y a plein de désaccords sur plein de sujets, c'est ça qui est le paradoxe, ça leur plaisait, ça les valorisait, si vous voulez. Et donc la Russie a su cultiver dans une grande partie du monde ce type de connivence. Alors plus les ventes d'armes, un certain nombre de façons d'acheter les dignitaires locaux, plus maintenant Wagner en Afrique, etc. Enfin, ils ont acquis ce qu'on pourrait appeler un capital social dans le Sud global. Alors, c'est seulement maintenant qu'on s'en aperçoit, qu'on se décide à essayer de trouver des parades. Et pour moi, la question fondamentale, c'est est-ce que
ils vont pouvoir conserver ce capital social après le désastre ukrainien. Et quand j'entends par désastre ukrainien, c'est pas tellement l'immoralité des crimes qu'ils commettent, etc. C'est le fait qu'ils vont être battus. Et donc là, quand ils vont se présenter la queue basse dans ces instances, on va les regarder autrement quand même. Hein. Je pense que les pays du Golfe, quand ils auront compris que Poutine est un loser, malgré tout, ça va changer un peu leur perception. Mais C'était déjà très clair au forum de Doha. C'était déjà clair. Parce qu'ils ont invité Zelensky pour inaugurer le ouais, forum. Ouais. Et donc, il faut espérer que ça va donc, pour répondre à votre question, cette perception-là va changer, mais c'est pas sûr que ce soit très rapide. Et il faut que les licences existantes aient une vraie stratégie. Ça, c'est pas certain que ce soit le cas. Mais pardon, je vais terminer sur un dernier point. Si vous voulez, moi, je suis tellement vieux que j'ai connu l'époque où l'URSS bénéficiait en France d'un certain prestige. Ça a commencé à se casser lorsqu'il y a eu Solzhenitsyn et les révélations sur le goulag. Et là, il y a eu un moment où même les intellectuels de gauche français ont fini par se rendre compte que c'était un régime infect. Mais ça a pris des années. Et donc, il ne faut pas désespérer. Il y aura un moment où notre opinion publique est déjà là, je pense, mais où aussi les médias, les intellectuels, etc., finiront par se rendre compte que Assad et Poutine, qui ont beaucoup de points communs, là aussi, hein, ce sera l'objet d'une autre table ronde, ce sont des gens infects, infréquentables, abominables. Je voudrais juste rajouter un mot, parce que ça nous choque effectivement que Vladimir Poutine soit encore présent dans toutes ces instances internationales, mais les représentants syriens sont encore présents aux Nations Unies. Et quand on voit les discussions sur le massacre à Alep, sur l'arme chimique, sur tout ce qui s'y passe, il y a M. Panahi qui dit « Non, franchement, ça se passe très très bien, je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire », ou qui baisse la tête, qui refait ses lacets. En fait, on est dans un dialogue de sourds complet où le type peut être à la table, où on est en train d'asséner des chiffres terribles, où on visionne des images horribles, et rien ne se passe. Merci. Ah. Vous allez fermer? Non. Bon, moi, je voulais d'abord dire merci beaucoup à toi, Edith, pas seulement pour le film, pour tout le travail que tu fais, et aussi pour être jusqu'à aujourd'hui à côté de la cause syrienne d'une façon ou d'une autre. C'est parce que quand on dit que la Syrie n'est plus, c'est-à-dire on parle plus de la Syrie, et malheureusement il y a aussi même les journalistes ou les écrivains qui ont accompagné très bien au début la Syrie, ils ont un peu tourné le dos. Parce qu'il n'y a pas de solution, malheureusement, parce qu'on est dans des impasses. Et moi, je voulais savoir par rapport à ton film, est-ce que tu as senti, parce qu'aujourd'hui, par exemple, ce soir, le public est déjà acquis, c'est-à-dire on n'a pas vraiment besoin de comprendre mieux la situation syrienne. Mais est-ce qu'avec des débats ou avec des projections ou je ne sais pas, avec des retours, tu as senti que la tragédie syrienne est de nouveau, elle peut être de nouveau sur la table, ou c'est seulement le film a aidé à comprendre plus que Poutine est un vrai criminel de guerre, qu'il n'hésite pas de bombarder, de massacrer, et que personne ne bouge, même si les Ukrainiens maintenant parlent de génocide. Je ne sais pas si c'est un mot que, même pour les Syriens, c'était interdit. On n'avait pas le droit de répéter ce mot. Et donc, est-ce que tu as ce sentiment que ce que tu as voulu faire avec ce film a donné ses fruits?
Alors le film vient juste de sortir en début novembre sur Arte, donc on espère qu'il aura cette portée-là. On travaille dessus avec Arte, avec la boîte de prod, pour essayer d'avancer et que ça devienne vraiment quelque chose sur lequel on peut travailler. Moi, je suis extrêmement fière. Déjà, il a une petite utilité, c'est qu'il est utilisé dans des dossiers de demande d'asile de Syriens pour expliquer l'horreur aujourd'hui encore, pour expliquer la situation, pourquoi ils fuient. Donc déjà, il y a cette petite lumière pour moi qui s'est allumée. Et ensuite, il faut continuer. Effectivement, merci beaucoup, mais parce que je suis toujours aux côtés des Syriens, parce qu'il faut continuer. Parce que je pense que même si les gens savent, effectivement, quand on fait des rencontres, des débats, les gens nous disent « Non, mais ça, on le sait qu'il y a la guerre en Syrie », même si parfois ça m'est arrivé qu'on me dise « Non, mais c'est fini, non? On n'en parle plus, donc c'est fini. » Donc le film permet ça, qu'on redise que la guerre existe encore, qu'on remette des chiffres et de la réalité sur ce qui s'est passé et ce qui se passe encore. Et ensuite, il faut continuer à travailler et à ouvrir à d'autres publics. J'espère avoir la chance de ça, d'aller challenger d'autres gens, de raconter à d'autres gens. Je ne suis pas encore invitée au Quai d'Orsay, mais j'espère. Excusez-moi, je vais devoir vous quitter parce que j'ai un dîner et celle-là m'a commandé un taxi, donc on ne va pas faire attendre le taxi. Donc, mais moi, je trouve que c'est formidable de la part d'Edith, non seulement de rester aux côtés des Syriens, mais surtout d'exploiter l'actualité, actuellement l'atroce actualité ukrainienne, pour remettre le projecteur sur la Syrie. Ça, c'est vraiment très très bien. Mais je pense qu'il faut encore faire ce travail, effectivement. Il faut qu'on s'attelle à ça, à aller essayer de voir, avec les journalistes avec qui on a travaillé aux Nations Unies, ils sont en contact avec les Nations Unies pour voir est-ce que le film a été vu, ils l'ont envoyé, est-ce qu'on peut pousser un peu la discussion dans d'autres sphères pour faire avancer. Après, le fait est que ces gens-là savent. Les Nations Unies ont fait des rapports pour dire qu'il y avait des crimes de guerre commis par les Russes. Tout le monde sait. Le fait est qu'à un moment, il va falloir se poser la question de est-ce qu'on va vouloir faire quelque chose? Effectivement, les Ukrainiens sont prompts à parler de génocide et utiliser plein de mots. Moi, je trouve que c'est très bien que les Syriens aient eu la décence de choisir les mots qu'ils utilisent. Je regrette que les Nations Unies se soient arrêtées de compter le nombre de morts depuis 2016 et qu'on en reste au chiffre de 500 000, alors qu'ils sont bien plus nombreux et on le sait. Mais ce comptage-là, cette histoire-là, elle existe. Le livre sublime Syrie, le pays brûlé, existe et comptabilise également tous les crimes sous l'époque d'Hafez el-Assad et aujourd'hui. Et on va continuer à avancer. Tu le sais très bien. S'il n'y a plus de questions, je reprends mon souffle. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Et merci à Edith surtout, à Manon, à vous tous. Notre prochain événement va être diffusé par notre cher Racha. Le 8 décembre, on a une table ronde, l'impensée coloniale des sciences sociales, de 14h à 18h. Ça sera ici même. C'est une table ronde avec plusieurs universitaires et avec la revue Tumulte, notamment avec l'université, avec Sonia Diane Esburn. Voilà. Moi, je voudrais juste rajouter un mot pour dire que le film n'existerait pas sans les Syriens, tous les activistes qui ont documenté les images. Voilà, nous, on a des personnes qui parlent dans des bureaux, mais les images incroyables des bombardements, des attaques chimiques, c'est notamment Shams News et Shamsi Sarkis qui nous a permis de les obtenir, et des Syriens qui ont, au péril de leur vie, filmé et documenté le conflit syrien. Aucun conflit n'avait été aussi bien documenté, et un jour, il y aura une justice.
Thank you.